Et maintenant, sur le thème de la jeunesse, je vous appelle à applaudir Manon de Cabaru et Alexandre Collin de Sciences Po TV. Bonsoir, quel bonheur d'être ici ce soir, surtout pour parler d'un thème aussi cher à mon cœur que la jeunesse. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour moi de parler de jeunesse parce que, voyez-vous, je commence la camomille à 8h du matin, j'ai reçu le dernier album d'Alain Souchon à Noël et quand j'ai été dévastée quand j'ai appris que je ne verrais jamais Tchaïkovski en live. Bref, à ma naissance, on a fait un test de carbone 14 et j'avais 43 ans. Alors on m'a dit, la jeunesse, c'est le sport. Alors, je me permets de vous signaler que sur mon bulletin de PS, il y avait écrit « Manon est une élève pleine de bonne volonté ». J'ai aussi un petit penchant pour les jeux télévisés et clairement, ce soir, on est dans la meilleure édition de Tout le monde veut prendre sa place. Alors, j'ai grandi un peu, physiquement surtout, parce que là, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. Et puis, j'ai passé mon bac et je suis devenue étudiante. Moi, étudiante, je me pose beaucoup trop de questions. Alors, je vais vous les poser ce soir. Et au pire, si je panique, il se pourrait que je laisse échapper un « Ok, boomer », mais vraiment, ne le prenez pas personnellement. Pourtant, parfois, cette élection a un peu des airs de cours d'école, où tous les coups sont permis, y compris copier sur son voisin, hein, la police, le périphérique. Mais les Républicains qui piquent à La République En Marche l'idée du candidat dissident dans le 15e, vraiment, c'est brillant, hein. Mais il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM. Surtout, je suis très très heureuse de pouvoir discuter avec vous ce soir pour voir vos visions pour Paris, vos programmes, vos projets et en parler avec les principaux concernés qui sont dans la salle. Ça sera la dernière partie, les questions du public. Et là, tout de suite, on va ouvrir ce troisième et ultime débat sur la jeunesse. Et je dois dire qu'en faisant partie de la jeunesse d'une façon assez différente de celle de Manon, je suis tout aussi heureux d'animer ce débat. Paris reste aujourd'hui la première ville étudiante de France avec 700 000 étudiants, mais elle est aussi la plus chère. Nous nous pencherons donc sur les thèmes de la précarité, du logement et du coût de la vie étudiante. L'actualité récente a montré les difficultés d'être étudiant et indépendant, et nous nous écouterons vos propositions sur ce thème. Ensuite, une discussion sur le thème d'étudier à Paris sera ouverte. Quels moyens sont mis à la disposition de la communauté étudiante? Quels sont les manquements et vos propositions? Et enfin, le thème de la participation politique des jeunes, tant sur le plan de la représentation que sur la participation purement électorale. Nous écouterons vos propositions, encore une fois, sur ce sujet. On va commencer avec Madame Célia Bloel pour Paris en commun. Pareil, 1 minute maximum. C'est compliqué en 1 minute. D'ailleurs, je voulais vous dire que moi, je manie toujours le concept de jeunesse avec un peu de prudence. Ça m'a toujours profondément gonflé, je dois le dire comme ça, d'arriver dans une salle et d'être la jeune femme. Et donc, quand on est jeune, on est censé avoir des opinions un peu différentes, ce qui est toujours un peu bizarre. Quand on est jeune, on est censé être fun dans les campagnes, proposer... Enfin, voilà. Donc voilà, voilà. Et l'autre chose, c'est de dire, les jeunes, c'est sur vous. C'est toujours comme ça qu'on disait, c'est sur vous que pèse la question du dérèglement climatique. Donc voilà, je voulais juste dire sur ces questions-là jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la précarité. Effectivement, on va avancer sur les questions d'aide à l'accès au logement, des questions de pouvoir d'achat. Moi, je voulais juste vous parler d'une proposition en particulier, je rentrerai dans le détail après dans le débat. C'est la proposition d'Anne Hidalgo de créer une académie du climat. La question effectivement climatique est extrêmement présente dans notre programme sur le modèle de TUMO, l'école gratuite sur le numérique qui a été ouverte pendant ce mandat. L'idée est de créer un lieu de formation, de partage des connaissances et du savoir sur les questions du climat, parce qu'aussi le constat d'Anne Hidalgo, c'était qu'elle était entourée de jeunes gens brillants, sortis de Sciences Po et de l'ENA, mais qui n'y connaissaient rien au climat et qui du coup faisaient de la politique publique un peu à l'ancienne. Et donc du coup d'avoir un enseignement gratuit ouvert à tous de 12 à 25 ans, et derrière de pouvoir générer de l'action individuelle et collective, et notamment de la participation, parce qu'on lira cette Académie du climat, une agora du climat qui est née au mois de juin et qui est une instance de co-responsabilité, de co-partage des décisions sur les grandes politiques publiques. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais 1 minute, c'est extrêmement sévère. Merci beaucoup. Nelly Garnier. Juste, vous ne me décomptez pas, là. C'est une question particulière ou c'est notre programme en général? Le programme en général, la jeunesse. C'est pour ça que je t'ai perdu. D'accord. Écoutez, nous, on en rediscutera. Je pense qu'effectivement, on se sent toujours jeune et la jeunesse, ça dure de plus en plus longtemps. Mais donc la question du logement, elle est primordiale. Il y a la question de comment on se loge quand on est étudiant. Et bien évidemment, pour nous, ça pose sur trois volets. La question des résidences étudiantes, la question du logement social et la question de aussi favoriser les colocations avec les seniors. Et puis, à plus long terme, parce que vous allez voir, ça passe très vite le temps, il y a la question de comment
en fait, on est tous venus faire nos études à Paris. Paris, c'est des provinciaux qui viennent faire leurs études et qui ont envie d'accomplir leur destin à Paris. Et c'est comment on arrive à se penser autrement qu'en contrat à durée déterminée à Paris. Et donc, nous, on a un vrai projet pour dire on a envie que les Parisiens et les familles s'enracinent à Paris. Et dernier point, vu l'état de la salle, qui n'arrête pas d'applaudir la gauche, je dis continuez à voter chez vos parents. Bienvenue à Sciences Po. Monsieur Nézard, c'est à vous. Alors, sur la question du coût de la vie, effectivement, le premier coût, le premier poste du budget d'un étudiant quand il ou elle n'a pas la chance d'habiter chez ses parents, c'est le logement. Une mesure parmi ce qu'on propose, la régulation d'Airbnb, passer à 60 jours maximum par an de location. Il y a trop de locations Airbnb aujourd'hui dans Paris, c'est 60 000. Et on sait que dans des villes comme Barcelone, dans d'autres métropoles européennes, ça a participé de l'inflation immobilière et donc il faut la freiner. Deuxième proposition sur la question des mobilités, c'est la gratuité du Vélib. Alors pour les 2 premières heures, c'est une mesure qu'on a intégrée aussi à notre programme, à notre chiffrage, qu'on a estimé à 20 millions d'euros. Ça facilitera le report aussi vers le Vélib, vers le vélo, et la pratique par notamment les jeunes actifs ou les étudiants. Et puis enfin, puisqu'on parlait de participation citoyenne, vous nous y invitiez, il y a une mesure qu'on est les seuls à mettre sur la table, à la fois dans cette campagne, et demain, lorsque nous serons, si nous avons cet honneur d'être aux responsabilités, c'est le tirage au sort. On aura sur nos listes électorales 10% de nos candidates et de nos candidats qui seront tirés au sort. Et nous aurons demain, si Cédric Villani est maire de Paris, une agora citoyenne de 163 citoyennes et citoyens tirés au sort qui pourront inscrire à l'ordre du jour du Conseil de Paris des projets de délibération et instruire des propositions de référendum d'initiative locale. Ce sont des mesures de nature aussi à réconcilier le politique avec les citoyens et en particulier avec les jeunes. Madame Marel, c'est à vous. Je vais réagir sur 2 petits points. Le tirage au sort ne garantit pas forcément la présence des jeunes, puisque par définition c'est tiré au sort. Et deuxièmement, la gratuité de Vélib, rendre gratuit un service qui ne marche pas, ça ne devrait pas coûter grand-chose. Pour ce qui est de Paris, clairement, Paris est la première ville étudiante de France. C'était d'ailleurs aussi la première ville préférée des étudiants dans le monde il y a 3 ans. Et on est tombé à la 7e place aujourd'hui, derrière Montréal, derrière Munich, derrière Berlin. Si, c'est un rating fait par les fédérations étudiantes du monde entier. Donc, pourquoi ? Parce que d'abord, le logement est hors de prix à Paris, et ça, c'est un sujet dont on peut débattre pendant des heures, comment est-ce qu'on peut agir dessus, et aussi parce que la vie pratique n'est pas adaptée aux jeunes à Paris. Les horaires, notamment des services publics, ne sont pas du tout conformes à la vie d'un étudiant. Les bibliothèques sont fermées le dimanche, les restaurants universitaires sont fermés le soir, le métro n'est pas ouvert la nuit. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est exactement l'inverse, c'est d'abord mettre priorité sur le logement, et là, d'ailleurs, je ne suis pas là pour dire que tout ce qu'a fait Anne Hidalgo est mal sur le logement, elle a agi et on veut aller encore plus loin. Et la deuxième chose, c'est rendre le quotidien des étudiants pratique en intervenant en priorité sur tous les horaires des services publics que je viens de mentionner. Merci beaucoup. Raphaël Rémy-Leleu. Alors, plus encore que des éléments de projet, parce qu'on aura le temps d'en discuter un peu, 2 éléments de méthode. C'est vrai que quand on parle de jeunesse, on a du mal à savoir de quel périmètre on parle. Ça peut être les 12-30 ans, ça peut être les 15-28, enfin, c'est assez difficile. Donc un mot simplement sur les enfants également. C'est un autre conseil de lecture, je vous conseille le livre de David Béliard, c'est facile mais il ne faut pas la louper, qui s'appelle Paris rêve de gosse, et c'est une méthode politique où on se dit que si on pense la ville pour les personnes les plus vulnérables, donc y compris les enfants, on va forcément penser une ville meilleure pour toutes et pour tous. Et concernant la jeunesse, notre méthode politique, finalement, c'est la même. Ce n'est pas une question d'avoir des quotas de jeunes, ce n'est pas une question de se dire qu'est-ce qu'on va faire uniquement pour les étudiants et les étudiantes. La jeunesse à Paris, elle se définit par un bizutage social. C'est le moment où on a le droit de payer un loyer indécent, mais on n'a pas le droit aux minima sociaux. C'est le moment où les transports pèsent également très lourd dans le budget, mais où personne à part nous ne propose la gratuité des transports jusqu'à 26 ans. Donc cette période où finalement Paris nuit à votre accomplissement plutôt qu'elle ne vous y accompagne, c'est ce changement-là qu'on veut apporter à la ville. Bien. Merci beaucoup. On va passer à la première question sur l'aide financière aux étudiants. On le sait, le Crous est quelque chose qui est géré régionalement. Mais comment, selon vous, la ville de Paris pourrait prendre le relais ou pourrait activer des leviers sur ces institutions pour essayer justement d'aider davantage les étudiants, la communauté étudiante parisienne ?
Alors, je suis très très contente que vous parliez du Crous, qui au niveau parisien par contre est géré à Paris, d'autant plus que j'en ai été vice-présidente pendant 2 ans et typiquement à cette période-là, on a poussé pour créer une aide à l'installation dans le logement étudiant. C'est une aide de 900 € qui aide chaque étudiant et chaque étudiante à Paris à s'installer dans un nouveau logement. Cette aide n'est pas très publicisée. Et ensuite, on nous dit, mais peu de gens font appel à cette aide, du coup, il faut la remettre en question parce que c'est une dépense inutile budgétaire. Au contraire, en fait, on doit de plus en plus aider les gens à trouver un logement, démultiplier les dispositifs efficaces de caution solidaire et avoir aussi des aides ponctuelles d'installation directe, parce qu'ensuite, il faudra œuvrer de manière beaucoup plus large, et ça bénéficie aux jeunes, mais à l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes, sur l'inflation immobilière à Paris. Donc, combattre la prédation d'Airbnb, nous, on souhaite que ça soit, par exemple, limité à 45 nuitées, très simplement parce que interdire Airbnb du jour au lendemain, ça n'est pas possible. Mais quand vous louez, vous, votre appartement, vous ne le louez pas tout au long de l'année, a priori, vous vivez dedans. Donc il faut faire en sorte que des dispositifs qui, à la base, s'étaient présentés comme de l'économie sociale, solidaire et collaborative, retrouvent leur vocation première. Et concernant les étudiantes toujours, il y a l'importance de faire saisir aux gens que ces aides existent, mais aussi qu'elles ne concernent pas uniquement les étudiants et les étudiantes, puisque Paris accueille également beaucoup de jeunes travailleurs et travailleuses précaires, et ces personnes-là ont souvent des problématiques d'accès aux droits et d'accès aux aides. Il faut également s'en occuper. Qui souhaite réagir ? Mais en complément, puisque il y a certains sujets sur lesquels effectivement on est complémentaires, dirais effectivement que la ville intervient déjà dans ces domaines effectivement universitaires, puisque cette aide que tu viens de décrire est financée par la ville de Paris, cette aide à l'installation, on travaille beaucoup effectivement aussi avec le Crous. Je pense notamment sur la question de la restauration collective pour qu'il y ait du financement aussi et qu'il y ait toujours aussi une offre abordable de repas de qualité, même si beaucoup d'assauts étudiantes sont venues nous voir avec Marie-Christine Lemardelet qui est présente dans la salle, qui est l'adjointe d'Anne Hidalgo en charge des universités, pour qu'on vienne un peu plus encore secouer le Crous sur la question du zéro déchet et de l'approvisionnement alimentaire. Et puis il y a toujours cette question évidemment du logement sur laquelle ça va être une énorme bataille, où il faudra pouvoir faire face à des pouvoirs assez forts, là aussi pouvoir avoir un alignement des législations à la fois locales et nationales pour qu'on puisse enfin réguler ce marché fou qui est celui du logement à Paris pour que tout le monde puisse y rester. Très bien. Sur le logement à Paris, justement, vous l'évoquiez, et peut-être sur votre bilan de la mandature Hidalgo, beaucoup de candidats font remonter des inquiétudes des Parisiens sur l'augmentation des prix du loyer qui a été assez fulgurante ces dernières années. Autour de cette table, autour de cette scène, quelles propositions avez-vous dans votre programme ? Sur le... Madame Garnier est un peu en retard sur les chronos, Oui. donc on vous laisse la parole. Alors j'y vais. Non, sur le logement, moi je vais vous dire, déjà on a un adjoint communiste, donc si les communistes étaient capables de faire baisser les prix du logement, je crois qu'on en aurait la preuve. Et je crois qu'il ne faut pas... oui, vous avez le droit d'applaudir un peu de temps en temps. Je crois qu'il ne faut pas mentir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les métropoles dans le monde, parce qu'elles sont attractives, elles ont une augmentation tendancielle du prix du foncier. Et aujourd'hui, si les prix du foncier baissaient à Paris alors qu'ils sont en train d'augmenter à Bordeaux et dans toutes les grandes métropoles régionales, ça voudrait dire qu'on a un problème d'attractivité à Paris. Dire ça, ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'action publique à faire pour maintenir une mixité sociale à Paris et pour avoir une action pour maintenir certains publics. C'est pour ça que nous, on a deux choses. Effectivement, on n'est pas contre le parc social, et par contre, là où on est critique vis-à-vis de la mairie sortante, c'est sur l'état du parc dans certains ensembles. Et on est aussi sur le public qu'on met dans certains ensembles, et notamment pour le logement étudiant, parce que c'est une porte d'entrée qui est difficile. On pense qu'il faut faire une action pour aider les étudiants qui en ont besoin à se loger. Et puis par ailleurs, on a une action sur le parc privé qui est différente, qui est nous de dire on a un public qui est on a un vrai sujet à Paris, et vous vous rendrez compte dans quelques années qui est que la population qui quitte Paris, ce sont les couples à l'arrivée du premier ou du deuxième enfant, et ils le quittent pour deux raisons. Un, parce que rien n'est fait pour les familles à Paris, et qu'à un moment, vous vous dites, quand vous pouvez vous loger dans le parc privé, vous vous dites finalement, je vais aller à Issy-les-Moulineaux ou à Nogent-sur-Marne, je suis sur des loyers un peu similaires à Paris, mais au moins on m'aide dans mon quotidien. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que sur ce déménagement,
nous, on veut dire à ces publics-là, ne quittez pas Paris, enracinez-vous à Paris. Rachel Dati, elle s'est enracinée à Paris, elle venait pas de Paris, c'est mon cas, c'est le cas de la plupart des gens autour de la table. Et donc nous, pour compenser, on veut faire un chèque qui s'appelle Paris d'avenir, qui est que quand une famille doit déménager parce qu'elle a besoin d'une pièce supplémentaire pour accueillir un enfant, on fait une aide très conséquente pour les aider à se maintenir dans Paris. C'est un acte, c'est un choix, parce que c'est un choix de dire là où on veut mettre l'argent. Et aujourd'hui, la ville de Paris, la réalité, n'a pas fait d'acte fort pour essayer de maintenir les familles à Paris. Monsieur Nézard, vous voulez répondre? Alors, sur votre question sur le logement, d'abord, effectivement, il y a beaucoup d'aides, il y a des dispositifs de garantie solidaire qui existent au niveau de la ville ou au niveau de l'État ou des CROUS, très bien, il faut les faire connaître et davantage favoriser le taux de recours, c'est-à-dire le fait que vous avez droit à une aide, mais vous y recourrez parce qu'on vous en a parlé. Mais plus fondamentalement sur la question du logement, aujourd'hui dans Paris, il y a plus de 200 000 logements, des résidences, qui ne sont pas occupées toute l'année ou qui sont même parfois vacantes. 200 000. C'est beaucoup trop. C'est 17% du parc de logements dans Paris. Et c'est une tendance qui n'a fait que croître tout au long de ce mandat. Et donc nous proposons deux choses très concrètes. La première sur Airbnb, je l'ai évoqué, c'est de réguler davantage pour réduire le nombre de locations touristiques. La deuxième sur les résidences secondaires, c'est d'accroître la fiscalité lorsque ces résidences ne sont pas louées, pour inciter les propriétaires à les remettre sur le marché. Et puis, deuxième axe que nous proposons, et là aussi nous sommes les seuls à mettre ce sujet sur la table, l'agrandissement de Paris à ces communes limitrophes, c'est-à-dire qu'on va se dire que d'ici la prochaine décennie, Paris va enfin reprendre le sens de l'histoire et s'élargir aux communes limitrophes, parce que quand on franchit aujourd'hui Je me permets de vous interrompre. Moi, je suis modonaise, je veux rester modonaise, je veux pas devenir parisienne. Mais ça se fera sur la base d'une concertation et de référendums locaux, évidemment. Mais simplement, aujourd'hui, quand on franchit le périphérique, la densité de population est réduite par 3 ou par 4. Il n'y a plus de place pour construire dans Paris. On a des bailleurs sociaux qui ont les moyens, mais qui n'ont pas la place pour construire. Il se trouve que juste de l'autre côté du périphérique, ils n'ont pas autant de moyens, mais ils ont de la place pour construire. Donc si on avait une politique territoriale plus homogène, on pourrait offrir des logements abordables, y compris dans ce nouveau Paris, et ça permettrait de détendre le marché du logement dans Paris. Allez-y. 20 secondes. Moi, je pense quand même, sur la question du logement, il faut avancer sur ces deux jambes. Il y a d'une part l'investissement public dans le logement social. Il faut toujours rappeler que 70% des Parisiens, vous, êtes éligibles à ce logement social, ce qui montre bien cette inflation aussi du logement. Et le deuxième pilier, et c'est là où on va voir aussi la différence entre ceux qui disent et ceux qui font après, c'est qu'effectivement, il va falloir mettre des mécanismes de régulation du marché. C'est le blocage du loyer de la loi du flot qui a sauté un moment à Paris, qui est enfin remis en place. C'est la régule d'Airbnb. C'est demain la déconnexion bâti-foncier pour faire des coopératives d'habitants, garder le foncier en maîtrise publique et avoir des nouveaux modèles de fonctionnement qui font en fait baisser le coût du foncier au fil du temps. Et c'est là où ça va devenir très intéressant, parce qu'il y a des batailles sur le climat, mais la bataille du logement, ça va être pareil. Il va falloir tenir bon face à des lobbies extrêmement forts, et je serai moi très curieuse de voir entre ceux qui disent et ceux qui font sur ce sujet-là dans les années qui viennent. En tout cas, Anne Hidalgo, elle n'a pas trop faibli face au lobby industriel du diesel et des énergies. Je pense que je ne me fais aucun souci sur ce qu'elle accomplira en la matière. Ça, du coup, c'est pas des magots du tout. Alors, vous parlez de ceux qui disent et ceux qui font. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour lutter contre Airbnb, qui n'est pas un phénomène nouveau, pendant les 6 années qui viennent de passer. Il y a à peu près 55 000 logements Airbnb non déclarés. Il y a seulement 29 agents qui sont dédiés à la lutte contre ces locations illégales. Il y a eu, je crois, à peine une centaine de condamnations. Et c'est pas faute de faire remonter des cas problématiques. L'un de mes collègues au Conseil de Paris du 6e arrondissement a fait remonter un cas dans un immeuble du 6e, et bien qu'il évoque ce cas, personne n'a été envoyé. Donc ce que vous avez fait sur Airbnb, ça reste, je crois, relativement creux. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, cher Manon, parce que vous dites, mais moi je suis meudonnaise et je ne veux pas devenir parisienne. Eh bien, c'est la preuve que ça ne colle pas à Paris et que notre ville n'est pas assez attractive pour des étudiants. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à améliorer. Ensuite, pour les aides, je pense que c'est très important qu'on se rappelle tous ici qu'on a beaucoup de chance d'être en France, parce qu'en France, on a beaucoup d'aides. En France, on a la fac gratuite, alors qu'aux États-Unis, il faut s'acquitter de 20 000 € par an. En France, on a des aides pour le logement. En France, on a des bourses qui ne sont pas forcément liées au mérite, mais aux conditions de ressources des parents. On a de la chance. On peut mieux faire, mais on est mieux loti qu'ailleurs. Pour ce qui est du logement, je ne crois pas que Airbnb est une finalité en soi. Certes, il faut lutter contre ces locations illégales qui contribuent bien sûr à faire exploser les prix de l'immobilier, mais je pense qu'il ne nous est pas interdit d'innover pour ce qui est du logement étudiant.
Donc il faut bien sûr construire toujours plus de résidences universitaires. Il en manque cruellement à Paris. Il y a 2 fois moins d'étudiants à Lyon qu'à Paris, mais ils ont 2000 places de plus en logement universitaire. Donc on a un retard à rattraper. Et là, ça ne sert à rien de faire le ping-pong, c'est l'État ou la ville. C'est ensemble qu'on doit y travailler. Nous, on propose après des idées nouvelles. C'est favoriser, créer les colocations intergénérationnelles. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules aujourd'hui, qui sont dans des appartements qui sont grands. Leurs enfants sont partis. Et qui pourraient vivre avec des étudiants. En plus de permettre de loger des étudiants, ça permettrait aussi de créer du lien social envers des personnes qui sont souvent très isolées. Et puis on voudrait généraliser le logement solidaire, c'est-à-dire donner accès au logement social à prix encore plus réduit aux jeunes et aux apprentis qui font du bénévolat en faveur de la collectivité et des associations. Pour revenir, donc, puisque vous l'évoquiez, le coût de la vie étudiante, d'après une enquête de l'UNEF datant de 2018, si on prend 2 repas par jour au Crous, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais ça donne une estimation à peu près, le coût de la vie étudiante serait de 1 200 € par mois. Et donc, comment vous avez proposé des choses, vous venez de le proposer, Mme Arel, mais finalement, on n'arrive pas à passer ce cap de l'augmentation des prix du loyer, on n'arrive pas à passer ce cap de la vie qui est chère finalement. Et je me permets de revenir, puisque l'université n'est pas forcément gratuite pour tous. Ça dépend, donc si on est dans une faculté ou parfois à Sciences Po, voilà, il y a des adaptations qui sont faites, mais ça n'est pas partout, et surtout à Paris d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui peut être proposé, encore une fois, sur les aides et sur les bourses, qui est un sujet qui concerne beaucoup de gens dans cette salle, j'imagine, et qui nous suivent aussi en live et qui n'a pas été beaucoup évoqué autour de cette discussion pour l'instant. En fait, malheureusement, moi, je peux tout à fait vous redire ce que j'ai redit, ce que j'ai expliqué sur la scène de cet amphithéâtre pendant mes 5 années de syndicaliste étudiante ici, mais la question des bourses et la question du logement à Paris, c'est finalement assez peu du ressort de la ville. Les moyens consacrés par la ville à la vie étudiante, à l'accompagnement de la vie étudiante, vont principalement passer par le Crous de Paris. Mais on est face à une législation nationale, je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme, qui est absolument scandaleuse. On a environ 40% des étudiants en France qui pourraient avoir droit à une bourse sur critères sociaux. Mais la plus haute des bourses sur critères sociaux, elle est au moins inférieure de 200 € au seuil de pauvreté. Je ne parle même pas du coût de la vie à Paris. Donc il va falloir réussir à trouver des marges de manœuvre politiques à l'hôtel de ville, à la ville de Paris, pour réussir à mieux accompagner les universités, à mieux accompagner le Crous et aussi à profiter de ce poids politique. Quand on est maire de Paris, on n'est pas que maire de Paris en réalité. On a une aura, on a une écoute, on a un poids, surtout dans des situations très spécifiques où l'urgence est d'autant plus forte et où la précarité étudiante est d'autant plus connue à Paris. Donc il y a aussi une action de plaidoyer à faire lorsqu'on est maire de Paris vis-à-vis des pouvoirs nationaux pour que l'évolution du prix du logement, du gel du ticket de restaurant universitaire, pour la refonte du système de bourse. Et ça, c'est un travail d'accompagnement en plus des actions ponctuelles d'aide au Crous à Paris, de bourses sur critères sociaux supplémentaires à attribuer aux étudiants et aux étudiantes. C'est vraiment l'ensemble d'une politique de vie étudiante, parce que l'attractivité des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères à Paris, c'est bien, mais le fait de pouvoir vivre et étudier à Paris sereinement quand on est étudiant et étudiante, c'est aussi quelque chose de fondamental. Nelly Garnier, vous avez du retard sur le temps. Est-ce que vous voulez parler maintenant? Ok, ouais, allez-y, allez-y. Je suis en avance, donc ça craint, mais je voulais juste dire, ne croyez pas qu'on joue à ce ping-pong local-national simplement pour esquiver des questions. On est dans un moment assez particulier de la vie des collectivités locales où sur une multitude de sujets, on a effectivement un problème de répartition de ce qu'on a le droit de faire en tant que ville. Sur la transition énergétique, je n'ai pas le droit de gérer le réseau électrique et de gaz aujourd'hui à cause du monopole national. Je suis présidente des Eaux de Paris. L'eau que vous buvez au robinet, elle vient d'aires d'alimentation de captage qui sont à 150 bornes de Paris. Sur ces aires, il y a des agriculteurs. Je veux aujourd'hui les aider financièrement pour qu'ils sortent de la chimie, pour aller sur du bio, pour que l'eau soit moins polluée et que demain j'ai des pommes, des patates qui arrivent dans les cantines scolaires. Je n'ai pas le droit de faire ça à cause du droit européen. Et sur tous ces sujets, on n'a pas que regarder. C'est la même chose sur la vie universitaire, tu l'as dit, sur le logement. On est en train de chercher sujet par sujet, et sur plein de sujets, on a des propositions, mais il y en a certaines que je ne peux pas dévoiler ici ce soir, pour justement, soit il faut redonner toute la place au local, soit il faut que l'État prenne ses responsabilités, mais dans les années qui viennent, on ne va pas pouvoir rester comme ça à juste se renvoyer des ballons. Donc on a pris plein de chemins détournés sur plein de sujets, notamment sur la question agricole et sur la question de protection de l'eau. Mais ça va être un des grands nœuds, effectivement, de la prochaine maire de Paris, d'aller encore plus secouer le cocotier des politiques nationales et européennes pour que les planètes s'alignent et qu'on arrive à relever les grands défis. Très bien.
sur un autre point qui ne sont pas des aides financières directes, disons du Crous aux étudiants. Madame Harel, vous qui êtes férue des transports en commun, pourquoi ne pas discuter plus amplement de la gratuité des transports pour les jeunes? C'est un point qui n'a été trouvé que dans le programme de David Béliard, mais c'est un système... Et Paris en commun jusqu'à 18 ans. Voilà. 25 ans pour le programme d'Europe Écologie Les Verts, 26. 26, pardon, et 18 ans pour le programme de Paris en commun. Et c'est un système qui a fonctionné dans des villes certes de moindre ampleur comme Compiègne, mais qui peut être... voilà. Allez-y si vous voulez intervenir. Alors, nous, c'est vrai, c'est pas une proposition qu'on a faite pour un souci budgétaire, parce que c'est une proposition qui va coûter très cher. Ce qu'on souhaite, nous, c'est plutôt, si vous voulez, déjà, les jeunes ont des prix réduits pour les transports, ce qui n'est pas le cas partout. Bah si, le pass Navigo coûte nettement moins cher quand on est étudiant, et on considère que la ville n'a pas les moyens d'offrir... Pardon ? Paris reste la ville la plus chère en termes d'abonnement de transport en commun, avec un abonnement à 350 Mais € à peu Paris près. est trop cher sur tout, sur le logement, sur le prix de la nourriture, sur tout. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est plus après, on a pris une autre voie qui est de favoriser les modes de transport électriques. Et par exemple, on veut convertir le parc de scooters thermiques en scooters électriques en accordant une aide aux jeunes qui peut aller jusqu'à 2 000 €. Et on considère, on a voulu, voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts, on a décidé de mettre l'accent sur ça parce que c'est une mesure qui nous semblerait coûter moins cher et être plus efficace et apporter davantage d'indépendance aux jeunes, surtout dans un contexte où, comme on le sait, eh ben, les métros sont loin de fonctionner toute la nuit et d'avoir démontré leur efficacité. On le vit pleinement en ce moment en période de grève. Voilà. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on conclue. Nelly Garnier ou Ryan Nézard, vous êtes en retard sur le temps. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en plus? Est-ce qu'on peut parler des autres thématiques ou pas? Non. Parce qu'on Là, il va falloir qu'on laisse... Pour que en fait, si on veut... Okay, dans 25 minutes, on doit quitter la salle et on veut... Et voilà. Non. Et on veut vraiment que le public puisse Non, parce que s'exprimer comme aussi. au début, vous aviez dit toutes vos thématiques, des démocraties, machin, je savais pas dans quel ordre ça arrivait. On n'a pas eu le temps, du coup. Non, juste pour dire que les jeunes, on a dit qu'est-ce que c'est un jeune. Enfin, moi personnellement, je me considère jeune. En fait, on va pas compartimenter la population. Quand une ville elle est agréable à vivre, quand une ville il y a la qualité de vie, tout le monde en profite, qu'on soit jeune ou moins jeune. Donc nous, on a un programme, vous savez, qui est très pragmatique, qui est de dire que il y a un problème de densité, il y a un problème d'équipement à la population. Par exemple, il y a un problème d'équipement en matière sportive, en matière de piscine, en matière de salles pour les associations. Donc, très simplement, on a cette logique de dire on veut que Paris, on puisse se réapproprier l'espace public parce qu'effectivement, la ville de Paris a voulu redonner certains espaces aux Parisiens, mais on les a dépossédés par ailleurs parce que c'est sale, parce qu'il y a de l'insécurité. Donc, simplement, un programme de qualité de vie. Et quand on a un programme de qualité de vie, tout le monde en profite, des jeunes aux plus âgés. Et ça fait de la mixité sociale et intergénérationnelle en plus. Merci. Hop, Ryan Nézard, un dernier mot et après on arrête. C'est bon, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.